Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu ma douce voix après des semaines à entendre Ryan et Valentin qui doivent un petit peu se reposer maintenant, surtout que la draft arrive très vite. Donc ils ont besoin de repos après ces longues semaines de scouting et de report draft. Aujourd'hui, je retrouve notre ami Augustin. Salut Gus, Salut Elio. pour vous parler des classes de recrutement des universités pour 2022. Donc ça y est, on a un petit peu toutes les classes finales, tous les commits finaux, tout s'est terminé. Et on a également le classement des meilleures classes de commits de cette année. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Puis ensuite, on va se pencher un petit peu sur les différentes classes intéressantes qu'on a eues cette année en abordant le top 25, également en donnant nos plus et nos moins pour 2022. Alors, Augustin, comment fonctionne le recrutement? Question simple. Alors déjà, je pense que ça fera l'objet d'un épisode particulier qui arrivera forcément à une date ultérieure. Mais pour le comprendre, je pense que vite fait en introduction, on va parler des services de recrutement. Donc les services, ce sont les entreprises qui sont des entreprises tierces évidemment aux universités, à la NCAA, qui établissent des classements sur lesquels on se base justement pour donner nos analyses ou même pour juger euh, une classe, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a 4 services de recrutement. ESPN, Rivals, 247 Sports et OnFree. Alors on va commencer avec le plus mauvais, celui qui est complètement en perte de vitesse, c'est ESPN. Franchement, je vous déconseille, c'est celui qui fait le moins référence dans l'industrie. Les deux meilleurs services de recrutement sont Rivals et 247 Sports. Rivals qui appartient à Yahoo maintenant depuis 2007, qui avait été racheté une fortune à l'époque, et 247 qui appartient à CBS. Ce sont vraiment les deux services où il y a les meilleurs scouts, où les classements sont les plus pertinents, et sont ceux où, lorsqu'on voit la draft, en fait, on se rend compte que parmi les 30 premiers draftés, il y avait beaucoup de ces mecs qui étaient dans le top 30 de Rivals ou de 247 Sports. Donc voilà. Et petit aparté sur le nouveau service de recrutement, c'est OnFree. OnFree qui a été créé par les fondateurs de 247 Sports et Rivals, qui a le potentiel pour devenir le leader du marché. Je dis bien le potentiel parce que aujourd'hui, il y a clairement des lacunes parce que toutes les équipes n'ont pas leur site dédié sur cette plateforme. Mais il y a ils ont apporté en fait de nombreuses nouveautés comme des onglets qui permettent de comparer les notes selon chaque service de recrutement. Et ça, c'est vraiment pas mal pour voir s'il y a une unanimité autour du classement d'un prospect. Parfois, tu as un receveur qui est à 5 étoiles chez 247, qui est 50e receveur chez Hansfree ou 15e chez ESPN. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu les choses en perspective et c'est très très bien. Ils ont aussi un outil que j'apprécie particulièrement, c'est le classement de la NIL. En fait, les joueurs sont classés selon leur potentiel, selon l'argent qu'ils peuvent générer. Je parle bien qu'en termes de réseaux sociaux, c'est des algorithmes en fait qui se basent sur l'argent que tu peux te faire, par exemple, quand tu as 5000 abonnés sur TikTok ou sur Instagram. Donc voilà, c'est un outil qui est pas mal. Et à titre d'exemple, Arch Manning est premier de ce classement à 1,6 million, quand Bronny James, là ce sera du basket par exemple, le fils de LeBron James, est annoncé à plus de 6 millions. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant. Alors, Elio, on va utiliser le 247 Sport pour cet épisode. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 247 Sports, déjà, la particularité d'avoir le composite qui réunit toutes les grades, toutes les notes des grands médias scouting que tu as cités, qui peut créer une sorte de classement en fait des joueurs en mélangeant vraiment toutes les différentes notations avec tous les aspects, tous les points de vue des différents sites de scouting, donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, je dirais, qu'avoir un seul point de vue. La particularité de 247 Sports, déjà, c'est qu'ils vont classer seulement 32 joueurs 5 étoiles. Augustin, pourquoi, à ton avis? Le premier tour de la draft NFL, c'est 32 équipes. Et Exactement. en fait, voilà, ils basent en fait leur notation sur ce qu'ils pensent des joueurs à leur sortie de l'université. Donc, s'ils pensent que tu es le 32e meilleur joueur du pays qui a un potentiel pour aller en NFL, bah, tu seras 32e. Et tu n'es pas forcément le 32e meilleur joueur
en sortie de lycée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il peut y avoir une différence entre ton potentiel vers la NFL et ton potentiel vers le college. Ah, bien évidemment, bien évidemment. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais seule l'histoire nous le prouve. Alors, l'explication de cette notation de 247 Sports, c'est quand même que une classe est notée en fonction du nombre de commits et la note moyenne des joueurs réunis. En gros, plus tu as de joueurs, mieux tu as de chances d'être classé haut. En revanche, il faut aussi regarder la moyenne des joueurs recrutés. Par exemple, Alabama, là, cette année, on va voir, ils sont deuxième. Ils ont une meilleure moyenne que Texas A&M, spoiler, qui sont premiers. Mais Texas A&M a plus de commits, donc Texas A&M est devant. Et encore une fois, c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on en parlait en off avec Augustin. Mais si tu as commis peu de joueurs, de très bons joueurs, tu sais pas ce qui peut arriver. Il y en a un qui peut braquer une grand-mère, il y en a un qui peut se blesser. Voilà, tu ruines vite ta classe de commit sur une saison et tu te retrouves vite en rade. Alors que plus tu as de commits, quand même, plus tu as de backup, plus tu as de joueurs qui vont pouvoir jouer si jamais il y a des pépins. Et donc, forcément, je trouve que c'est plus intelligent de classer dans ce sens-là. Eh bien, Augustin, si tu es prêt, on va démarrer tout de suite avec un petit peu le top 25. Alors, on ne vous fait pas les 25 équipes du top 25, bien évidemment. On vous fait les plus importantes et surtout ce qui nous a paru le plus intelligent. Le plus pertinent. Le plus pertinent. Ouais, voilà, merci. Tu me retrouves mes mots pour voilà, vous exposer. On démarre tout de suite, bien évidemment, avec Texas A&M. Donc, Texas A&M, grosse surprise de cette année. À moitié surprise parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Mais Texas A&M est premier cette année. Gus, je te laisse démarrer sur nos amis de College Station. Tout simplement, c'est la meilleure classe de l'histoire du recrutement. Il dit trône celle de Bama en 2021, donc l'an dernier, qui était déjà la meilleure de tous les temps. À titre de comparaison, les Aggies avaient la 8e classe nationale en 2021, donc là, ça montre quand même le pas en avant qu'ils ont pris. Tu passes comme de 8e classe nationale à première, c'est un bond qui est énorme. Au niveau des chiffres, il y a 8 5 étoiles, 19 4 étoiles et seulement 3 étoiles, qui donnent une moyenne de points de 332 quand Alabama, on en parlera après, est à 322. Donc voilà, tu as 30 commits de haute voltige, tu as 7 5 étoiles. Alors notamment, Elio, ça c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler un peu dans le monde du college football, c'est cette concentration de commits au niveau de la D-line. Là, je vais donner quelques noms parce que vous allez les retrouver à Texas A&M et dans d'autres équipes parce qu'il y en a forcément qui vont transférer. Walter Nolan, qui est le deuxième meilleur joueur national. Gabriel Brownlow-Dindy, qui avait commit à Oklahoma. Shemar Stewart. Lebus Overton, qui s'est reclassé. Et d'Anthony Lucas aussi, qui était un prospect de l'Arizona, qui était borderline 5 étoiles. Donc voilà, tu as une concentration notamment sur cette D-line qui a impressionné beaucoup de monde. Qui pose des questions parce qu'on se dit quel est l'intérêt pour un joueur d'aller à un endroit où il y a autant de concurrence. Alors, on va pas non plus... évidemment, on va utiliser le conditionnel, Elio, mais depuis que la NIL a été introduite, il y a de forts soupçons, que ça soit légal ou pas légal, mais des soupçons de tricherie sur cette classe de commits. J'entends par là qu'évidemment, il est interdit de donner de l'argent, de promettre de l'argent à un joueur pour qu'il vienne jouer, pour qu'il rejoigne ta classe. C'est une sorte de pot de vin qui est interdit par la NCAA, mais qui est très très dur à réglementer. Où est la frontière entre promettre des contrats dès que tu seras joueur, promettre des contrats de sponsoring et dire à un joueur, tiens, tu auras 5 millions, par exemple, je dis n'importe quel chiffre, 5 millions pour les 4 prochaines années. On atterrit en plein dedans, ça y est, un an plus tard, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça fait peu de temps. On voit déjà les limites de la NIL. C'est-à-dire que on va payer d'avance des joueurs qui sont des stars lycéennes, mais pas des stars universitaires, hein, pas du tout établies. Forcément, on crée des grandes équipes de cette manière-là et ça ressemble un petit peu à de l'achat de joueurs. Alors, il y a un journaliste qui parlait d'un chèque de 30 millions de dollars à Texas A&M de la part des boosters pour les recrues. Pour l'instant, on attend des preuves. Bon, voilà, peut-être que ce sera le nouveau Romain Molina américain, on verra.
Ça a été démenti par Jimbo Fisher, bien évidemment, mais Fisher, il va pas aller dire l'inverse. Il y a eu aussi des petits trucs un petit peu bizarres. On a eu le flip de Jacoby Matthews, donc qui Un est safety originaire de Louisiane, de Pontchâteloula. exactement le deuxième meilleur safety de Louisiane, qui était bien évidemment commis chez LSU, puis à la dernière minute, qui décide de s'orienter vers Texas A&M. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Avant, ça se faisait dans des sacs McDonald's où ça donnait une super voiture à l'oncle du cousin du joueur. Maintenant, ça se fait un petit peu plus ouvertement, mais on essaye toujours de masquer voilà, cet effet. Oui, en fait, c'est intéressant que tu dises que ça se fait ouvertement, mais de façon un petit peu masquée. C'est parce qu'en fait, il faut le dire, il y a une sorte de flou juridique autour de la question. On ne sait pas réellement ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler. La NCAA n'a pas encore présenté de mesures. On ne sait pas si ça va se faire shutdown par les cours américaines, comment ça va être vu par les joueurs, et toutes les instances, etc., par les universités. Donc au final, là, on est dans une année où le flou est tellement important que bah, ces universités-là, qui ont des moyens énormes, donc Texas A&M, c'est une fac où bon, déjà c'est une fac du sud des États-Unis, les alumni, qui sont les boosters, sont des malades, ils sont capables de mettre des fortunes dans ces facs-là. Et ça, ils le font depuis toujours, mais c'était pour d'autres choses, c'était pour construire des centres d'entraînement, pour améliorer le stade. Bref, ils balancent des chèques de 50 millions de dollars à l'appel. Et donc voilà, tout ça fait que bah, là, les facs profitent de cette incertitude pour donner de l'argent aux recrues. C'est exactement ça, c'est exactement ça. On va voir ce que ça donne. En tout cas, donc, comme tu l'as dit, ils ont récupéré la plupart des meilleurs joueurs texans, hein. Il y avait deux quarterbacks 5 étoiles du côté du Texas. Ils ont récupéré le deuxième, Connor Wegman, le numéro 1 Très qui est de bon, ouais. Klubnik, qui est parti du côté de Clemson. du côté de Clemson. Klubnik, de toute manière, on en parlera tout à l'heure, mais il venait d'Austin, donc moi je l'aurais plus vu à Texas. Ouais. Mais Texas, on en parlera aussi juste après. Et après, voilà, il y a quand même les meilleurs joueurs d'autres gros États, hein. On pense à Walter Nolan, qui est le meilleur joueur du Tennessee et joueur numéro 2, tout poste confondu, de cette année, le 5 étoiles D-line. Enfin, voilà, ça prouve encore une fois que cette NIL, elle y est pas pour rien, qu'elle Et attire et que forcément un programme c'est comme ça. Texas A&M, qui n'était pas autant considéré qu'un Georgia, qu'un Bama, qu'un Ohio State les saisons précédentes, eh bien, on passe devant tout le monde comme ça. On va voir, ça va être intéressant et ça va être Après, intéressant aussi pour le futur faut parce que évidemment. Vas-y, Elio, excuse-moi. ça va être intéressant pour le futur parce que pareil, ça fait beaucoup de grosses recrues et beaucoup au même poste. Il y a un joueur, un tight end suédois, je crois qu'il est le cinquième ou sixième meilleur tight end du pays. Et en même temps, tu as le meilleur tight end du pays qui a commit aussi à Texas A&M et qui vient de Géorgie. Donc encore une fois, la preuve que l'argent devrait attirer. Mais ça va créer des bouchons à un certain moment. Et on sait aussi que le portail des transferts est assez en ébullition depuis la One-Time Transfer Rules. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre Texas A&M sur les prochaines saisons. En conclusion, pour Texas A&M, Elio, 7-5 étoiles, 19 4 étoiles, dont 10 dans le top 100, c'est énorme. Dont 17 joueurs dans le top 100, ça fait 20% des 100 meilleurs joueurs du pays, grosso modo, qui ont rejoint Texas A&M. C'est un chiffre qui est absolument énorme. Reste à savoir maintenant comment tout ça, évidemment, Elio, va se goupiller, comment tu transformes une classe de recrues historique en équipe qui gagne le titre national. On rappelle que le dernier titre de Texas A&M, si je ne dis pas de conneries, c'était dans les années 30 ou les années 40. Donc ça remonte à il y a bien longtemps. Voilà, on verra ce que ça donne. Elio, on passe à Alabama, qui, une fois n'est Qui, pas coutume, n'est pas premier au classement. Mais bon, et qui est numéro 2, mais bon, voilà, encore une fois, on en a parlé précédemment, mais ils ont un meilleur average que Texas A&M. Au niveau du nombre de recrues, c'était la première classe l'année dernière, cette fois-ci c'est la deuxième. Donc il y a un average de 95,19, une classe élite, on peut le dire. Ils ont 3 5 étoiles, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 3 5 étoiles. En même temps, ils ont récupéré le meilleur joueur de leur état, le defensive end Jeremy Alexander, donc premier edge du pays.
qui est le 17e joueur national tout poste confondu, qui est leur meilleur recrue. On aurait pu s'attendre à voir des recrues un petit peu plus hautes aller du côté de Bama. Mais en C'est même ce qui est drôle. temps, ouais, en même temps, voilà, ils ont toutes été raflés par une équipe qui se situe dans le Texas dont on parlait juste avant. Ils ont 15 joueurs qui font partie du top 100, tout poste confondu, donc assez impressionnant comme d'habitude. Et je vais quand même insister sur le fait que la plupart de ces joueurs restent dans la zone géographique de la SEC et du sud-est des États-Unis, donc Alabama, Géorgie, Floride, Tennessee, Louisiane. Comme d'habitude, Alabama, ils ont souvent cette habitude-là de prendre des joueurs de ces coins-là, plus quelques joueurs en général qui viennent du nord-est du pays. Et tu as le commit de Ty Simpson, le quarterback, qui devrait, on s'y attend, prendre la relève de Bryce Young l'an prochain, Oui, oui. originaire du Tennessee, qui est 5 étoiles et troisième meilleur quarterback national. Donc c'est lui qui est promis à reprendre les rênes du programme. Et sinon, comme tu l'as dit, Elio, Bama continue de se renforcer là où il faut se renforcer, sur les lignes, hein, que ce soit la defensive end, sur la O-line, c'est toujours aussi bon. Et sans compter, j'ajouterais une dernière chose avant de passer à l'équipe suivante. Le portail des transferts, ils ont eu 4 transferts à Alabama et c'est que des top transferts. Ils ont Eli Ricks qui était le deuxième meilleur cornerback l'année dernière, qui était à LSU, qui va, qui a en tout cas tout le potentiel pour devenir une super grosse star. Ils ont récupéré Jahmyr Gibbs, le running back de Georgia Tech, qui est énorme comme joueur. Ils ont récupéré Ouais. Jermaine Burton, le tight end slash wide receiver de Georgia. Enfin, voilà, ils ont pas que tablé, contrairement à habituellement, sur le recrutement. Ils ont aussi tablé sur les transferts pour pouvoir conserver un équilibre, je pense, avec notamment les départs de la draft qui vont arriver, pour pouvoir conserver un équilibre qui va s'ajuster entre les recrues et les joueurs déjà confirmés. Voilà. Donc Ouais, et encore une puis, fois, sachant grande aussi Bama. que la classe de 2021 était incroyable, quand tu es un joueur et que tu es dans celle de 2022, tu te dis, bon, ça va peut-être être bouché, je risque de jouer pour mon année senior ou junior si je m'y prends bien. C'est vrai que ça peut être une incitation à ne pas rejoindre Alabama. La classe elle reste quand même incroyable. Eh bien, on va passer à leurs adversaires du dernier titre national, qui est adversaire d'ailleurs qui a remporté ce titre national, Georgia, les Bulldogs. Encore une fois, avec un recrutement, comme chaque année, on parle du recrutement de Kirby Smart. On dit souvent qu'il n'arrive pas à le mettre en place sur le terrain, enfin, au vu des qualités des recrues qu'il obtient toujours. Il a gagné le titre national et finalement, bah, ça reste comme d'habitude un super recrutement ultra qualitatif. Même si on l'a remarqué cette année, Georgia n'arrive pas forcément à garder tous les meilleurs joueurs de l'État. Alors, je fais un petit tour en même temps, bien évidemment, sur l'État de Géorgie, sur les commits. Voilà, la plupart, on en voit pas mal partir à Texas A&M et Alabama. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Géorgie, on n'en parle pas souvent, mais ça reste un des plus gros pipelines, mais vraiment, j'insiste, un des plus gros pipelines de commits, enfin de prospects du pays. Et quand on regarde les joueurs en NFL, il y en a énormément qui viennent de Géorgie. Donc ça reste quand même important. Il va falloir garder ce terrain, ce terreau de recrutement, j'ai envie de dire, parce que pareil, quand tu Regarde. vois que tu as un nouvel... Avant, c'était plus Bama qui allait shipper les joueurs là-bas, tu vois, à la limite. Maintenant, tu as un nouvel adversaire face à eux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, Et quand tu parles de pipeline, en fait, l'État, il regorge tellement de bons joueurs que tu peux pas tous les garder. En fait, c'est aussi simple que ça. Et forcément, toutes les équipes viennent lorgner sur ton territoire parce que tu as une concentration de joueurs exceptionnels. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut le relativiser. Et certes, tu perds un peu de terrain sur ton État, mais tu perds du terrain sur la Géorgie, quoi. C'est comme perdre du terrain sur la Floride. oui, Je sais pas combien de joueurs dans le top 100, dans le top 200. Au final, ça reste. ce que je dirais, en fait, moi, ce qui me dérange le plus à ce niveau-là, c'est que finalement, les meilleurs joueurs de Géorgie, ceux qui sont vraiment au top du top, vont quand même ailleurs, tu vois. Et Ouais. notamment Alabama, parce qu'Alabama, finalement, ça reste les gros rivaux. À la limite, bon, ouais, Texas A&M, c'est de la SEC aussi, mais c'est pas des rivaux directs. Alabama, ça reste le rival direct. On l'a vu en championship. Donc, Après, tu vois,
Moi aussi, je suis comme toi, je suis partisan du fait de rester dans son état. Je trouve que, enfin, il y a une symbolique qui est très très belle, mais j'ai l'impression que les frontières vont devenir de plus en plus poreuses avec la Nil. Oui, oui, oui. Et puis, enfin, après, tu vois, je pense que Bama, c'est pas le bon exemple parce que, putain, c'est Nick Saban, quoi. Tu vois, moi, je vais à Tuscaloosa, je veux me faire recruter, je suis un bon joueur de Géorgie. Bon, bah, c'est Saban qui te parle. Tu auras une chance, tu auras trois, t'auras 3 chances sur 4, même plus 9 chances sur 10 d'arriver en NFL. Le mec, il va te faire de toi une star, tu vas gagner un titre. C'est quand même difficile de ne pas succomber à ces propositions, à ces arguments. Donc voilà, comme tu dis, je pense qu'il faut plus s'inquiéter pour les recrues qui partent vers Texas A&M, qui partent vers d'autres régions des États-Unis, parce que ce sont celles-là qui, pour moi, seront peut-être préjudiciables pour Georgia. Mais encore une fois, vous le voyez très bien avec Elio, là, on est en train d'essayer de chercher des défauts à cette classe, mais cette classe, elle est exceptionnelle, quoi. 39 Oui, commits, il y a encore. 5 étoiles, 15 Ouais, 4 voilà. étoiles. Tu veux dire quoi? Georgia, Donc, ça va encore dominer. deux des meilleurs D-line, il y en a un, il y a Michael Williams qui est Ouais, numéro 2 en defensive tackle, Marvin Jones, je crois, qui est numéro 3 ou 4. Il y a le meilleur athlète du pays. Enfin bref, on s'est compris, ça sert à rien d'aller plus loin. Et Georgia, quand même, qui réussit on sait qu'à chaque fois, chaque année, ils ont un bon quarterback qui commit chez eux. Là, cette année, c'est Gunnar Stockton, qui est le septième quarterback du pays, qui vient de Géorgie, qui avait commis dans un premier temps à South Carolina avant de décommit. Bon, alors, on ne sait pas, peut-être qu'avec l'effet Shane Beamer, il aurait pu rester à South Carolina, mais en tout cas, il s'est orienté dans la fac de son état. et Ça c'est fait la encore marque. un QB solide à venir pour Georgia. Et c'est la marque des très grandes équipes. On dit souvent qu'en college football, pour réussir, il faut avoir euh, un quarterback élite toutes les 2 classes. Et en général, quand une équipe arrive à avoir un joueur comme Gunnar Stockton, qui est combienième Hello Gunnar Stockton, il doit être voilà, Il est 124e septième. joueur national et Ouais. 7e quarterback. Ça veut dire que tu es encore une équipe élite, encore plus haute. C'est que tu es capable tous les ans d'amener des joueurs qui peuvent changer la phase d'un programme. Donc voilà, c'est vraiment un marqueur de réussite dans un programme. Et pour la quatrième équipe de ce classement top 25. Alors, Elio, les Buckeyes, simple, c'est encore une bonne classe. Alors certes, elle n'est pas au niveau que celle de 2021, qui était la deuxième nationale, mais ça reste tout de même une très très bonne classe avec 21 commits. Quoique 21 commits, c'est pas forcément beaucoup, mais forcément, tu en as moins parce que celle de 2021 était très très riche, elle était deep, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité. Il y a 2 5 étoiles, 17 4 étoiles. Les 2 5 étoiles sont 2 linebackers, dont un safety qui est Sonny Styles. Moi, je connais très bien parce qu'il était aussi annoncé à Notre-Dame. Son petit frère joue à Notre-Dame, c'est un receveur. C'est un safety slash linebacker, mais plus linebacker, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Il y a eu surtout le commitment du quarterback Devin Brown, originaire de Draper dans l'Utah. Draper dans l'Utah, c'est là d'où vient Jackson Dart, qui avait commit à USC à l'époque avant de transférer à Ole Miss aujourd'hui. Devin Brown, qui est le 6e quarterback national sur le composite, mais qui est le premier national chez Humphrey, tout poste confondu. Donc voilà, grosse recrue qui a notamment été très bonne lors du Spring Game des Buckeyes il y a quelques jours, alors où on enregistre. Sinon, comme d'hab, ça recrute toujours aussi bien les receveurs. Voilà, c'est normal quand tu as le meilleur coach receveur du pays, Brian Hartline, celui qui forme les Smith Njigba, Garrett Wilson, Chris Olave, Marvin Harrison Jr. À l'époque des Michael Thomas et tout, c'était déjà lui, hein. Ah, il C'est était ça déjà qui est là. fou. Ouais, ouais, Il était là en tant que coach receveur. ouais, ouais, ouais. Et très apprécié il y a aucun, enfin, à chaque fois les joueurs, tu voyais même une fois qu'ils avaient réussi en NFL, toujours un petit mot pour lui, toujours à échanger sur les réseaux sociaux avec lui. Voilà, ultra apprécié. De toute façon, il n'y a pas de secret pour les recruteurs. Les joueurs, avant de regarder le CV des mecs, ils regardent, c'est les relations qui comptent. Et voilà, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis. Ils ont donc 4 receveurs dans le top 150. Bon, il n'y a aucun 5 étoiles, mais bon, on peut être aussi fort tous les ans. On va terminer avec Ohio State en parlant d'un commitment de Hero Kanu, un defensive line qui était au lycée en Californie, mais qui est allemand, qui est donc la meilleure recrue européenne de l'histoire. Et lui aussi, il est passé par PPI Recruit. Vous devez voir ça sur les réseaux sociaux avec Brandon Collier qui fait un petit peu le tour de l'Europe, qui va chercher les pépites en France et même en Afrique. Maintenant, j'ai vu que ça commence vraiment à se développer. Il y aura des camps en Afrique. Voilà, qui va chercher
des joueurs qui méritent de jouer au niveau universitaire américain. Eh bien, très bien. Top 4 fini. Numéro 5. Et là, ça y est. On peut le dire officiellement, il y a 2 équipes texanes dans ce top 5, Gus. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. L'ANIL va accentuer en fait cette polarisation du college football autour des powerhouse. Alors certes, Texas, ça galère depuis 10 ans. Le programme n'est pas là où il doit être, mais ça reste une super puissance du CFB. Très bonne école au niveau académique. Là, tu as des très bons coachs avec Sarkisian. Le potentiel de l'ANIL est exceptionnel, notamment les O-line qui vont tous toucher, je crois. Après que je vérifie les sommes exactes, mais ils vont tous toucher 100 000 ou 200 000 dollars par an, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une fac qui a beaucoup de moyens et c'est vraiment logique qu'ils passent de la 15e à la 5e meilleure classe nationale avec 28 commits, dont 2 5 étoiles et 19 4 étoiles. Les 2 5 étoiles sont des O-line, avec notamment, j'ai oublié son nom, mais je crois voilà, c'est Devon Campbell, qui est le meilleur offensive tackle du pays, qui vient d'Arlington, là où jouent les Cowboys. C'est ça, Yo? Bah oui, tu y allé pour Ouais, WrestleMania. ouais, là où est le stade des Cowboys, exactement. Ouais. Kelvin Banks, qui vient aussi de Texas, qui était d'abord annoncé à Oregon, je crois même qu'il avait commit et qui a décommit pour rejoindre Texas suite au départ de Mario Cristobal pour Miami, qui est aussi un 5 étoiles. Et puis tu as Neto Mizzou, qui vient de Allen dans le Texas. Alors, Allen, c'est une des grosses powerhouse au niveau lycéen. Donc, énorme classe sur les tranchées. Ça a aussi été très très bon avec les Edge, notamment, je vois ça, et les joueurs de D-line. Donc voilà, Texas s'assure une excellente classe, mais vraiment une excellente classe. Et c'est très bien comme ça. Moi, c'est un programme qui, bon, je passe un peu pour un con à dire que tous les ans, ça va revenir, que Texas is back, pour au final qu'ils nous déçoivent et qu'ils perdent sur des catchs de joueurs Walcon de Kansas. Et là, je pense vraiment que cette année, c'est la bonne. Et celle-là, cette classe, elle va marquer l'ancrage de Texas un petit peu au haut niveau du CFB. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui annonce un très bon futur pour les Longhorns. Et évidemment, on rajoute les transferts Elio, Quinn Ewers, Jalil Kingsley, Aggie Hall, qui a commit cette nuit depuis Alabama. C'est l'effet Sarkisian. Ils ont, ouais, parce que c'est ça en fait. Sarkisian, là, c'est l'année 2. Je pense que les classes vont être encore meilleures et encore meilleures et le jeu produit va être encore meilleur parce que bien évidemment, on ne peut absolument pas juger un coach sur une seule saison. Et enfin, faut le souligner, vraiment, ce transfert de Quinn Ewers, qui est un gars local, hein, qui vient d'Austin, c'est quand même le quarterback le mieux classé de tous les temps qui vient d'arriver à Texas et qui n'a pas joué encore en tant que titulaire en universitaire. Donc, il était à Ohio State, mais il y allait pour la NIL, justement. Ohio State, c'est ce que tout le monde dit. Et son rêve, c'était vraiment de jouer pour les Longhorns. Et là, Texas récupère le meilleur quarterback, en tout cas lycéen de tous les temps. Donc, ça va être ultra intéressant et ça va être très, 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 très sympa à voir. Sachant qu'ils ont beaucoup approuvé Texas avant leur arrivée en ACC. On sait que, même si toi et moi, on n'est pas des grands fans ACC, on sait que forcément, ça leur met une sorte de pression, prouver déjà que ils sont capables d'aller chercher la Big 12 et d'autant plus que Oklahoma s'est un petit peu affaibli avec le départ de Lincoln Riley. Donc c'est vraiment l'année pour Texas pour prouver que derrière ils ont leur place clairement pour rivaliser Je, avec les grands de ACC, j'ai envie de dire. je suis complètement d'accord. Je pense que comme toi, comme tu dis, c'est l'année où Texas va enfin sortir du marasme dans lequel il est. Et bien tout de suite, la 6e équipe, Penn State, Penn State, donc qui se retrouve 6e. C'est un truc qui est toujours assez surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, pareil, la Pennsylvanie, très gros vivier pour les prospects lycéens. Le nord-est des États-Unis aussi, très très gros vivier. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver des joueurs à droite à gauche, mais tu vas dans le New Jersey, tu vas en chercher dans le Maryland, tu vas en chercher dans l'ouest de la Pennsylvanie, plus vers Pittsburgh, tout ça. Il faut dire que ça demande un petit peu plus d'efforts de recrutement, mais ouais, le vivier exceptionnel. C'est ça. Et en fait, il y a quand même plus de facilité à aller chercher les meilleurs joueurs
du nord-est dans des États qui ne sont pas très reconnus pour leur football, mais en même temps en leur disant, voilà, tu es le meilleur joueur et je te propose de venir dans une fac qui est finalement pas si loin de chez toi, mais qui est une grosse fac de football. Et ça joue un rôle énorme pour Penn State. Donc ça surprend que ce soit cette 6e classe parce qu'ils ont 3-5 étoiles quand même. Ils ont notamment le meilleur running back, Nick Singleton, donc, qui est originaire de Pennsylvanie, qui est là. Ils ont 2 des meilleurs joueurs d'Ohio. On va en parler justement parce qu'il y en a un qui est très important, mais voilà, ils les ont shippés à Ohio State, il faut le dire. Déjà, c'est assez surprenant cette classe parce qu'il y a des résultats assez mitigés. Ils avaient bien démarré leur saison, Penn State, avant de s'écrouler un peu. Il y a un head coach qui a à bout de souffle, James Franklin. Chaque année, on se dit qu'il est sur la hot seat et finalement, il bouge pas. Il a même prolongé là. Et on pense d'ailleurs que c'est en partie grâce à ces classes de recrutement qui prolongent. Et parce que c'est un mec qui a l'air quand même, faut le dire, tu vois, il a l'air sympa. James Franklin, ça n'a pas l'air d'être le pire tyran en tant que coach. Je pense qu'il est bien. De ce que je sais d'ailleurs, à chaque fois, il va dans chaque classe vérifier que les joueurs sont bien présents en cours. Voilà. Et c'est pas des blagues, hein. Le mec fait le tour des classes pendant la journée pour vérifier que les joueurs sont en cours. Donc comme je le disais, hein, Penn State a recruté localement et dans des États qui produisent quand même des bons joueurs et qui ont quand même un certain vivier. Donc je pense bien évidemment à mon Maryland où ils sont en train de nous piller chaque année. D'ailleurs, ils ont récupéré en transfert un de nos meilleurs joueurs, Damian Robinson, le Edge. Ils ont réussi à très bien recruter en Ohio, aussi en Virginie, dans le Wisconsin. Donc on reste dans le nord-nord-est. Et ils ont récupéré le meilleur quarterback d'Ohio, qui est Drew Allard, 5 étoiles, 4e quarterback au 247 Composite, mais meilleur quarterback par 247 tout seul. Et donc, il a préféré aller à Penn State. En tout cas, à Penn State lui a donné plus d'arguments pour venir qu'aller à Ohio State, qui sont pourtant rivaux, parce qu'en réalité, en Big East, t'as trois vrais rivaux. Sur en tout cas le niveau sportif, t'as Ohio State, Penn State, Michigan. Après Ohio State, Michigan, on sait que c'est au-delà du sportif. Mais c'est assez surprenant. Comment tu l'expliquerais, toi, d'ailleurs, rapidement, Gus Je l'explique, d'abord négativement parce que à l'époque où il a commit, il y avait Quinn Ewers, Kyle McCord à Ohio State et peut-être Devin Brown qui qui était annoncé là-bas, donc forcément il y avait des bouchons. Ça c'est négativement, et maintenant de manière plus positive, Penn State, quoi qu'on en dise, a des arguments à faire valoir, hein. C'est un campus énorme. Tu vis ta vie étudiante à fond là-bas. Je pense que tu as des perspectives financières qui sont aussi très intéressantes. Tu as combien d'alumni de Penn State dans le monde? C'est un nombre énorme. Donc voilà, c'est quelque chose qui est motivant. Alors, il y a aussi... ça encore, c'est un critère qu'il faut prendre en compte pour certains joueurs, notamment dans le nord du pays, parce qu'on sait que dans le nord, tu as quand même des facs assez importantes académiquement. C'est une bonne fac, Penn State? C'est clairement, oui, franchement, sur certains points, c'est une très bonne fac et c'est clairement bien meilleur que Ohio State niveau académique. Ouais. Donc, encore une fois, tu vois, si Drew Allard aussi réfléchit avec son cerveau, pèse le pour et le contre, au niveau académique, ça peut évidemment jouer. Et maintenant, Drew Allard, pour moi, offre des perspectives très intéressantes pour Penn State, pour les Nittany Lions. C'est un quarterback qui peut changer la phase de ton programme, qui peut te faire gagner. Parce que quand même, Penn State, ça fait depuis... j'ai oublié le nom du mec qui joue chez les Ravens, Tracy McSorley. Depuis Tracy McSorley, Penn State, c'est bof, quoi. Ouais, et même McSorley, c'était pas the star en réalité. C'était pas non plus ouf, tu vois. Donc, Drew Allard, c'est pas pour rien qu'il est numéro 1 chez 247, deuxième chez Info ESPN. En gros, il n'y a que Rivals qui le baise. Le truc avec Penn State, c'est qu'ils arrivent toujours à recruter des bons quarterbacks. Alors, pas les topissimes, pas un niveau d'Allard non plus. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais ça fonctionne un petit peu jamais, j'ai envie de dire. Là, toi, je pense qu'il est trop talentueux. Il est hyper talentueux. Et c'est là où ça va être intéressant parce que finalement, Penn State, on sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup la course. Ils ont tout le temps des super running backs.
Ouais. Là, est-ce Singleton, que ouais. finalement Franklin va un petit peu changer sa philosophie de jeu, sa manière de jouer et s'orienter un peu plus vers la passe? Parce qu'encore une Ça serait fois, con, ça serait con. on voit qu'ils Ça ont serait con de souvent pas le des bons faire. receveurs qui sont sous-utilisés. Tu vois, ils avaient Allen KJ, Robinson. ils avaient Allen Robinson. Il y a 2-3 ans, ils avaient KJ Hamler. Là, ils ont Jalen Dodson qui arrive à la draft, qui pour moi, avec un très bon quarterback et un meilleur jeu à la passe, aurait pu clairement monter dans les tableaux de draft presque. Donc ouais. On va rester d'ailleurs, si tu le veux bien, dans le nord, parce que, enfin, dans le nord, on va un petit peu plus à l'ouest quand même. On se retrouve du côté de l'Indiana, Augustin, pour une fac qui était chère. Et oui, bon, on va aller assez vite, hein, c'est Notre-Dame. Parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur cette classe de recrutement. Pourtant, ça aurait pu être le cas avec le départ de Brian Kelly pour LSU. Il y a eu très peu de décommits. Malgré ce départ, seulement 3. Et hormis un receveur TJ Williams qui est parti à USC, c'est des décommits qui n'avaient pas trop d'importance. Donc au final, voilà, Notre-Dame garde une très bonne classe. Avec 14 joueurs dans le top 300, c'est vraiment deep. Il n'y a pas de nerds, il n'y a pas de stars. Si, tu as peut-être Jalen Sneed, le linebacker qui était le dernier 5 étoiles de la QV, ou même non, bah non puisqu'il y a des mecs qui sont reclassifiés de la classe 2023, qui sont reclassés en 2022. Il est devenu un 4 étoiles. Donc voilà, il n'y a pas de 5 étoiles cette année à Notre-Dame. Il y a évidemment ce problème chez les receveurs. Bah, on parlait de profondeur tout à l'heure et l'importance d'avoir beaucoup de recrues dans une classe. À Notre-Dame, on a 21. On a signé qu'un seul receveur et c'était déjà notre problème à South Bend. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir des classes fournies en recrues, tant sur la qualité que sur la quantité. Et oui, je me suis amusé à écrire, bon ça c'est parce que j'ai le seum et à la fois j'ai envie de le tacler un petit peu. Pourquoi Brian Kelly n'a pas affecté le recrutement à Notre-Dame? Bah, parce que c'est pas un recruteur, c'est tout. Les joueurs viennent parce que, enfin, ils savent qu'ils seront bien coachés par Kelly, mais c'est pas lui qui les recrute, c'est pas lui qui fait le tour des États-Unis, parce que Notre-Dame, à la différence des autres équipes qu'on a citées auparavant, recrute au niveau national. Indiana, c'est un terreau qui est quand même assez faible. Le seul grand joueur de ces dernières années qui vient de l'Indiana, c'est Jalen Smith, qui était à Notre-Dame, ou sinon c'était Carl Fatis, mais qui était originaire de West Lafayette, donc qui a rejoint Purdue. Voilà, c'était Marcus Freeman qui a pris le poste de head coach, qui avait recruté notamment toute cette défense. C'est donc pas étonnant. Et Notre-Dame voilà, continue à bien recruter chez les linebackers et chez les O-line. Maintenant, c'est une question d'habitude, mais il manque quelques playmakers pour viser plus haut. On va voir ce que ça donne en 2023. Elio, on passe à Oklahoma. Alors là, je pense qu'on a Ouais, tous les deux numéro 8. des choses à dire. Oklahoma est huitième. Alors, c'est une situation qui est très compliquée là-bas. J'allais dire nom de la ville à Norman, voilà, dans l'Oklahoma, parce qu'avec le départ de Lincoln Riley pour USC, ils ont essuyé 9 décommits, dont 7 joueurs du top 200. C'est énorme, 7 joueurs du top 200. Plus évidemment des joueurs qui étaient annoncés à OU, qui allaient commit, mais qui n'ont donc pas rejoint le programme finalement parce que Lincoln Riley l'avait quitté. La classe est moins bien que celle de 2021 au niveau de l'average. Mais les Sooners sont mieux classés. C'était 10e en 2021, là, ils sont 8e. Mais ça, c'est pas étonnant, encore une fois. Enfin, voilà. En fait, je pense qu'il faut voir. Oklahoma est un bon exemple de la polarisation des joueurs en fait, vers Texas A&M. Texas A&M a tellement de bons joueurs, a tellement de joueurs dans le top 100 que des équipes, en fait, ont plus de commits, mais un average moins bon parce que forcément, les joueurs les mieux notés viennent de Texas A&M. Donc forcément, mathématiquement, ça fait baisser les notes de toutes les autres classes. Et Oklahoma n'y échappe pas. Il y a seulement 2 joueurs dans le top 100, dont un que j'aime beaucoup, qui est le running back Gavin Sotchuk. Et lui, je pense qu'il a vraiment un potentiel NFL. J'ai regardé des tapes, forcément, je regarde tous les tapes des mecs qui sont annoncés à Notre-Dame. Et lui, il est vraiment excellent. Donc voilà, quoi. En tout et lieu, ça fait 21 commits, ça reste très raisonnable quand tu vois le changement qu'il y a eu à Oklahoma, quand tu vois qu'il y a eu un changement quand même de coach et de coordinateur. C'est une classe profonde, mais il y a moins de stars. Voilà. Ouais, tout simplement. Encore une fois, c'est peut-être le moment pour Texas de reprendre l'ascendant sur Oklahoma en Big 12. Ça va être intéressant à suivre et surtout le fait,
pareil, le fait qu'Oklahoma ait en ACC derrière, on va voir comment ça va s'orienter le recrutement. Après, je me fais pas trop de soucis non plus pour eux. Brent Ouais, Venables, pareil, aucun souci. Brent Venables, c'est quand même quelqu'un qui recrutait d'énormes joueurs sur la D-line à Clemson, hein. On les connaît tous, les Dexter Lawrence, Xavier Thomas, tout ça, tout ça. Ouais. Voilà. Il connaît Et puis, son sujet. C'est un mec qui vient du coin en plus, qui avait déjà bossé à Oklahoma avant. Il connaît le territoire. Bon, voilà. Il faut juste puis laisser attends, le temps. Oklahoma, gros, c'est un C'est Blue une Bloods, hein. powerhouse, c'est une powerhouse. Il y a beaucoup de mecs prêts à mettre de l'argent aussi, beaucoup de boosters. Donc, c'est juste que voilà, il y a eu cette C'est une transition avec le transition. départ d'un énorme coach et forcément, voilà, exactement, c'est une Et la transition. transition n'est pas dégueulasse. Donc, ne nous attendez pas à voir Oklahoma vraiment baisser de niveau, surtout qu'ils ont accueilli Dion Gabriel en provenance de UCF à l'intersaison, et là qui fait de très très bonnes choses aux entraînements, au spring practice. Voilà, Ça va c'est la dynamiter. vie pour Oklahoma. Tu peux pas être aussi stable pendant autant de temps. C'est le programme le plus stable de l'histoire du college football. Fallait bien qu'au bout d'un moment, tu aies des petits remous. Eh ben, en parlant de stabilité, on va parler d'un autre type de stabilité. Michigan, numéro 9. Donc, qui reste dans une classe un petit peu comme en 2021. Il y a un seul 5 étoiles, c'est le cornerback local, hein, Will Johnson, qui est troisième cornerback cette année. Une classe plutôt solide en défense, un peu comme d'habitude, quoi. Une classe solide en défense, l'attaque un petit peu moins. Seulement deux receveurs du top 300, voilà. Euh, Il y avait des rumeurs comme quoi Arbaos s'orientait vers la NFL pendant l'intersaison. Ça n'a pas été le cas finalement. Je pense qu'il y a des équipes qui ont pris contact, qui étaient, tu vois, c'était tiède. Ils étaient un petit peu chauds, mais ils disaient, bon, je sais pas si vraiment Arbao va révolutionner notre visage, tu vois, notamment en pro. Donc, ça, Non, c'est ce qui pas est sûr, c'est que fait. Donc, c'est pas un bon message pour les prochaines recrues, parce que imagine, tu vas aller à Michigan et ton head coach, il essaye de se barrer du programme pour aller en NFL. C'est quand même assez instable comme situation. Et moi, je suis pas sûr d'avoir envie de jouer pour un mec qui a envie de partir. Tu vois ce que je veux dire? Bien que Harbaugh soit une personne exceptionnelle, tout le monde le dit. Il suffit de voir le reportage sur Amazon. J'ai oublié le nom. Bref, si vous avez Amazon Prime, regardez le reportage sur Michigan où en fait tu suis toute la saison. Je crois que c'était celle de 2017 avec Tariq Black et le receveur Donovan People-Jones des Browns. Et vous verrez que c'est un homme qui est vraiment exceptionnel avec ses joueurs et qui est vraiment aimé. Maintenant, il ne faudrait pas que ces velléités de départ atteignent un petit peu, affectent le recrutement de Michigan. d'autant plus que j'y repense, mais à l'époque, par exemple, ça parlait beaucoup de Riley euh, en, en NFL. Ça parlait aussi notamment du coach d'Iowa State. Donc là, j'ai oublié le nom. Euh, Matt Campbell. Matt Campbell, hein, shame on me. Matt Campbell aussi en NFL. Et ces coachs-là n'avaient pas autant exprimé leur souhait qu'Arbao. On Ouais. parlait d'eux, mais sans que ce soit un intérêt en provenance du coach. Bah, Donc en ça leur fait, mais avait le permis de truc, c'est que conserver finalement des bons joueurs et des bonnes recrues, tu vois. tu vois, les mecs comme Euh, Lincoln Riley, Matt Campbell, je pense que c'est des personnes, c'est des entraîneurs qui peuvent pas. Bon, là, c'est un autre débat, on aura peut-être le temps d'en parler une autre fois, notamment peut-être sur Twitch d'ailleurs, ça peut être un bon débat, mais ce sont pas des mecs qui fondamentalement euh, s'intéressent à la NFL. Je pense qu'ils sont vraiment préoccupés par le fait de recruter des joueurs, des jeunes joueurs, de les développer, d'avoir une relation autre que sportive avec eux, ce qui n'est pas forcément le cas pour Harbaugh. Bah, c'est pour ça qu'il était aux Raiders. C'est aussi pour ça que son frère, qui était à Stanford, si je dis pas de bêtises, qui a fait les belles heures de Stanford, est aujourd'hui au Ravens. C'est un profil différent. Exactement, Gus, cette fois-ci, première équipe de ACC, pour bien prononcer comme ça, on fait pas, on fait le distinguo. Première équipe de ce classement d'ACC qui apparaît, et ce n'est pas Clemson. Non, c'est North Carolina. North Carolina, qui a très peu recruté. 17 commits, c'est vraiment peu. C'est pas assez pour le coup. C'est pour ça qu'ils sont à cette 10e place. Bon, ils sont à la 11e place parce que les classements, ils ont été réactualisés. Et voilà, bref, ils sont au coude à coude avec Clemson. Mais comme Clemson, on en parlera dans les déceptions, j'ai préféré mettre North Carolina en dixième classe de cette QV. Ça recrute très peu, faible quantité,
mais une qualité exceptionnelle. 91,54 d'average, 2 5 étoiles avec l'offensive tackle Zach Rice, qui est le meilleur du pays, et le defensive line Travis Shaw, qui est le 3e ou 4e. Et Léo, il faudrait que tu me le précises. Tu as aussi 8 4 étoiles, dont des playmakers que moi j'aime beaucoup, avec notamment le running back George Petaway, qui vient de Virginie, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, c'est les petits running back à 5-10, là, hyper véloces, des appuis de feu. Et je pense qu'il va faire partie de ces mecs hyper intéressants à voir jouer pour les prochaines années. Évidemment, il a des mains exceptionnelles, hein, c'est un all-purpose back. Plus des receveurs aussi très bien classés, dont André Green Jr. Et c'est plutôt excitant parce que en fait, ce sont des joueurs qui sont susceptibles d'être des cibles à très court terme pour Drake May, le quarterback de la classe 2020 de UNC, qui était, je crois, dans le top 50 national, s'il obtient évidemment le poste de titulaire. C'est quelque chose, moi, c'est une classe qui, je pense, bien qu'elle soit pas assez profonde, va apporter beaucoup de talent à UNC. Et UNC pourrait un petit peu, retrouver ses lettres de noblesse dans une ACC qui est en train de se renforcer avec l'émergence de Miami, de Florida State et Clemson qui est toujours au sommet. Donc voilà, c'est une classe qu'il va falloir, il y a une équipe qu'il va falloir garder à l'œil. Et puis parce que aussi, t'as un super coach, quoi. Mac Brown, c'est un des meilleurs coachs de l'histoire du CFB. Un des meilleurs coachs dans le top 50, on va dire. Ça fait toi un des meilleurs coachs de l'histoire du CFB. Voilà, on va voir ce que ça donne UNC. Eh bien, tout de suite, on va passer aux classes surprises, les bonnes classes surprises et les mauvaises surprises. Donc, dans un premier temps, les bonnes classes. Alors, on vous le dit d'avance, ça ne sera pas forcément dans l'ordre du top 25 pour vous faire un petit peu quelques surprises comme ça, sinon vous allez suivre un fil et c'est pas très intéressant. Je démarre tout de suite avec, à mon sens, Indiana. Indiana qui se retrouve 26e meilleure classe du pays cette année, alors que l'année dernière, Indiana était 54e. Il y a eu un recrutement qui a été assez intelligent dans l'État notamment. Hein. On sait que dans l'Indiana, on retrouve d'autres facs. On retrouve bien évidemment Notre-Dame, mais aussi Purdue. Youngstown State, c'est en Ohio. Bref, voilà. Il y a eu un recrutement bien fait de la part de Tom Allen, le head coach, qui a prouvé déjà que c'était un bon head coach. C'est un mec qui est très apprécié également dans le vestiaire. Indiana qui avait sorti une super saison en 2020. Ils ont aussi été récupérés quelques joueurs oubliés en Floride et en Ohio. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui proviennent de ces États et qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu mis sur le côté. Donc, c'est bien pour des équipes intermédiaires comme Indiana d'aller mettre le paquet pour les récupérer. Voilà, il y a 13 joueurs qui sont quand même dans le top 800. Il y a une grosse classe de transfert avec l'arrivée du quarterback de Missouri, Connor Bazelak, qui est un ancien 4 étoiles, qui était titulaire à Missouri, qui connaît quand même son sujet. Alors, bien évidemment, c'est pas non plus la folie en tant que QB, mais c'est un très bon Ouais, QB mais installé en college il remplace football. Michael Penix. Il remplace Michael Penix. Augustin, voyons. Michael Penix, qui est le quarterback, donc qui se blessait souvent, qui était quand même plutôt pas mauvais pour un rôle en CFB, qui est parti du côté de. Il est parti en Pac-12, Washington. Ouais, Washington, c'est ça. Il jouera pas. Il jouera pas. Et ouais. Voilà, et il y a l'arrivée aussi du running back 4 étoiles d'Auburn, Sean Rivers. Donc voilà, il y a quand même eu des mouvements assez sympas et intéressants pour Indiana pour espérer avoir une saison comme en 2020. Et il y a aussi le fils de Deland McCullough qui est là, Augustin, qui est leur meilleur recrue, hein, le 9e meilleur edge du pays, donc qui est originaire de l'Indiana. Il y avait aussi son safety. Il y avait aussi le safety qui avait son petit frère qui était safety, qui était un des meilleurs safety du pays, qui était dans le top 100, qui avait commit l'année d'avant. Et il reste à Bloomington, donc la ville de State Farm, c'est là où est le siège social de State Farm. Voilà, ça fait quelque chose. J'ai appris ça il y a quelques jours, il fallait que je le dise. Et non, parce que son père est devenu le coach et running back à Notre-Dame. Donc, il n'a pas suivi son père à Notre-Dame. C'est très bien pour le programme. Et j'insiste encore une fois sur le portail des transferts parce qu'on a parlé seulement de 2 joueurs, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés des 3 étoiles. Donc voilà, ils essaient vraiment de revitaliser le programme avec un mélange, comme on le disait, pour un autre niveau pour Alabama, mais
revitaliser le programme avec un mélange de joueurs quand même plutôt confirmés et de joueurs nouveaux mais à potentiel. On Mais de a toute une façon, autre. Elio, une lumière s'est allumée. Euh, je pense que la NIL, ce qui se passe en ce moment, on le voit bien avec Alabama, Georgia ou Texas A&M, euh, il y aura une concentration des lycéens dans les meilleures universités du pays. De ce fait, il y aura une telle concurrence que forcément, à Texas A&M, il y a des mecs qui vont devoir quitter le programme. Et Indiana fait partie de ces équipes, de ces programmes qui ont tout intérêt à être très actifs les prochaines années, ces équipes à être très actives, pardon, les prochaines années sur le portail des transferts, parce que ça peut être un bon moyen de récupérer du talent. Et c'est aussi là-dessus où Indiana va devoir vraiment bosser, c'est sur ce portail des transferts. Donc voilà, il faudra faire beaucoup plus attention à cette nouvelle caractéristique, à cette nouvelle donnée, plutôt que celle des classes de recrutement, qui reste principalement le nerf de la guerre. Augustin, alors c'est assez exceptionnel, c'est la première fois dans cet épisode que l'on va parler d'une équipe de Pac-12 et je pense sincèrement, bon je ne pense pas même c'est sûr, c'est l'équipe qui va vous surprendre le plus car c'était l'équipe la plus nulle quasiment de Pac-12 ces dernières saisons. Et là, sincèrement, c'est peut-être l'équipe qui a fait le meilleur recrutement ou un des meilleurs en tout cas à son niveau. On part à Arizona, la fac d'Arizona, la fac de Rob Gronkowski, qui pour moi fait partie de ces équipes vraiment gagnantes sur cette QV 2022. Alors, elle est classée 22e selon le composite, 22e en 2021, c'était la 73e classe, ils avaient la 73e classe, et en 2020, la 65e. Ils ont fait un bond de près de 40 places avec une classe de recrues que moi, franchement, j'adore. Ils sont allés recruter pratiquement que des joueurs en Californie, que des mecs qui viennent des grands lycées californiens. Il y a certains noms qui vont vous dire quelque chose. San John Bosco, Mater Dei. Mater Dei, c'était la fac Elio de Bryce Young, si je dis pas le lycée de Bryce Young, si je dis pas de conneries. Bishop Alemany, Servité à Anaheim. Donc, Arizona est allé chercher en Californie un État qui regorge de bons joueurs, d'excellents mecs. En tout, il y a 12 joueurs dans le top puissant. C'est quelque chose qui est énorme pour Arizona et qui va mais vraiment changer un petit peu la face du programme pour ces dernières années. Alors de là à gagner la Pac-12, je le pense, mais pas du tout, c'est impossible. Mais ça ne sera plus du tout cette équipe, ce paillasson sur lequel les autres équipes de Pac-12 pouvaient glaner une victoire en vue d'un bowl. Arizona va devenir dans les prochaines années une équipe vraiment intéressante à suivre. Je vais vous donner quelques noms intéressants avec celui qui est en figure de proue, Teiteora Macmillan, qui vient d'Anaheim en Californie, qui est le 5e receveur du pays. Vous vous rendez compte? Le 5e receveur du pays à commit à Arizona chez les Wildcats. Le 51e aussi joueur en national, ça permet de mettre les choses encore mieux en perspective. Et sinon, pour le reste, bah, tu as un running back, Rayshon Luke, qui vient de St. John Bosco, qui est le 18e running back national. Ils ont le 7e tight end du pays avec Keyan Burnett, qui vient aussi du lycée de Theora Macmillan, qui vient de Servite. Donc voilà, tu as une sorte d'émulation autour d'Arizona. On a l'impression que les potes dans ces lycées en Californie ont décidé de rejoindre le même endroit. Et moi, c'est quelque chose qui me donne de belles espérances pour le futur chez les Wildcats. Et je pense que le nouveau coach, si je dis pas de conneries, c'est Jetfish. Ouais, c'est Jetfish. Hello, est-ce que tu peux aller vérifier? J'ai peur de dire une bêtise. Oui, oui, c'est Euh, Jetfish, oui. c'est Jetfish. Il va pouvoir construire quelque chose de très sérieux dès maintenant et je pense que ça va continuer les prochaines années. Donc voilà, très hâte de voir ce que va donner Arizona sur les 4 et 5 prochaines années parce que je pense qu'il y a un potentiel qui est hyper intéressant, d'autant plus que là aussi l'Arizona, et là ils n'ont pas assez recruté en Arizona, faut que je regarde précisément, mais je pense que leur première recrue d'Arizona est, enfin voilà quoi, c'est un intérieur O-line qui est 753e joueur national. Quand on sait que l'Arizona est un très très bon vivier, qu'ils ont des très très bons joueurs qui partent dans des très très bonnes facs du pays et que Arizona State est en perte de vitesse, je pense qu'il y a aussi ce vivier à aller chercher et au final ça peut donner un cocktail très très bon pour une équipe comme les Whitecaps.
On le souhaite pour Arizona. Alors là, on descend grandement dans les classements, hein, mais la 118e classe de commit qui appartient à Jackson State, et Jackson State a réalisé l'inimaginable. Ils ont réussi à avoir le meilleur joueur, tout poste confondu, de cette classe de recrutement, Travis Hunter, le cornerback, donc originaire de Floride, qui avait commis dans un premier temps à Florida State avant de décommit et de flip pour Jackson State. La fac entraînée bien évidemment par Deion Sanders, donc on en parle maintenant depuis qu'il a pris des rênes. Prime. Ouais, Prime Sanders, depuis qu'il a pris des rênes l'année dernière, il avait réussi à recruter des bons joueurs. Ça en fait la meilleure HBCU, hein, carrément. Historical Black University, Historic Black University, Fac FCS, bien évidemment. Ils ont récupéré donc Travis Hunter, plus le receveur Kevin Coleman, qui est le 6e meilleur receveur du pays. Donc là également, Qui était énorme annoncé à Miami. recrue. Ouais, énorme recrue. Donc ça récupère bien en Floride. Ils ont également été très actifs sur le portail des transferts avec de nombreux anciens 4 étoiles. Donc une fac qui est prête à tout défoncer dans sa conférence. Avec des perspectives d'arriver en FBS ou pas? À voir. C'est toujours difficile pour les HBCU d'aller en FBS. C'est toujours compliqué, mais à voir. Déjà, il y a tout un système de Nil encore qui est là. Donc, on pense que Travis Hunter, c'est également pour ça qu'il a signé là-bas. Et d'ailleurs, ça serait pas c'était Blackstool. Attends, j'arrive plus jamais à Barstool. Trouver, oui, Barstool. On parlait quand même de plusieurs millions d'euros. Bah ouais, pour Travis Hunter, sachant qu'en fait, le fait qu'il y ait Deion Sanders, ça apporte beaucoup d'argent. C'est une marque à lui tout seul. C'est son joueur préféré de tous les temps, Deion Sanders. Voilà. C'est pour ça qu'il avait commit à Florida State à l'époque. Et c'est aussi pour ça que je pense que son choix n'est pas uniquement mercantile. Il n'est pas motivé par l'argent. Il faut croire que c'est une personnalité très spéciale, Travis Hunter. Et dans les multiples interviews qu'il a données, il a expliqué qu'il voulait être justement le fer de lance d'un nouveau mouvement pour les lycéens qui partent en HBCU. Et notamment, ouais, c'est ça. Et sportivement, c'est incompréhensible, évidemment. Mais il n'y a pas que le sportif. Il y a la legacy que tu as envie de donner. Et je pense que Travis Hunter, il a envie de marquer à sa façon l'histoire un petit peu de son sport. Parce que là, c'est pas que l'histoire du football. Il y a aussi une histoire sociale qui dépasse un petit peu le football. Et il peut être le vecteur de quelque chose de très important en college football. Et juste pour ça, franchement, bravo. Totalement. Gus, je te propose de retourner dans le Midwest cette fois-ci. Kentucky, 14e cette année, meilleure classe de l'histoire. Meilleure classe de l'histoire pour Kentucky. Évidemment. Bon, ça recrute pas comme au niveau de Kentucky en basket, l'équipe entraînée par John Calipari, mais c'est une classe de très haut niveau. Quand tu vois que tu as un programme second tiers, voire troisième tiers en sec, et que tu arrives à être dans le top 15 national, bah voilà quoi, ça montre la puissance de la SEC pour le recrutement. Ça fait 20 commits, dont 10 4 étoiles, avec notamment le borderline 5 étoiles, l'offensive tackle Keonta Goodwin, et le 6e tackle offensif du pays. Alors, c'est un commitment lui qui avait été un petit peu particulier, j'en parle évidemment, parce que c'est celui qui est à la tête de cette QV, c'est le meneur d'hommes, parce qu'il était annoncé dans un premier temps à Michigan State, et il avait réuni une première fois tout son lycée pour annoncer son choix, pour au final ne pas choisir et dire qu'il allait choisir un mois après. Voilà, j'ai trouvé quelques autres informations. Il joue la clarinette alors qu'il doit peser 140 kilos. Enfin, c'est toujours des trucs, des anecdotes un petit peu drôles. Sinon, hormis ça, bah voilà, quoi. J'ai pas tant de choses à dire que ça sur Kentucky. C'est un programme qui a la particularité de développer des joueurs qui physiquement sont assez incroyables. Je pense notamment à Josh Allen, il y a quelques années, qui avait été drafté par les Jaguars. Et puis, tu as aussi un coaching qui est élite, hein, avec Mark Stoops, qui est un des meilleurs entraîneurs du pays. Forcément, Kentucky a des arguments à faire valoir, qu'ils soient financiers, au niveau du coaching ou même de leur passif avec la draft. C'est pas étonnant au final. Franchement, c'est pas étonnant. Et ça me permet de faire la transition avec Mizzou, Missouri. Allez, follow Missouri France sur Twitter, qui avec 17 commits est la 14e classe du pays, Elio.
Ouais, exactement, qui a réussi à récupérer Luther Burden, qui est le 3e joueur tout poste confondu du pays de 5 étoiles et le meilleur receveur donc de la classe lycéenne 2022. Il vient de Saint-Louis, hein. Saint-Louis, on sait que c'est à cheval entre le Missouri et l'Illinois. C'est Tom Donc Sawyer, hein. il... Ah, moi, Ouais. tu me parles de Saint-Louis, je pense à Tom Sawyer. Il avait commit à Oklahoma avant de flip pour Missouri, donc il reste à la maison. Recrutement local assez important et assez intéressant. Il y a 6 4 étoiles également qui rejoignent le programme. Donc encore une fois, les meilleurs joueurs de l'État restent à Missouri. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je trouve qu'encore une fois, tu vois, mettre en avant ce principe de recruter très bien localement quand tu as des bons joueurs et créer une sorte de pipeline local, c'est ce qui manque à certaines facs et Missouri l'a bien compris. Ils ont aussi réussi à recruter le 8e quarterback de cette année, le 4 étoiles Sam Horn, qui est originaire de Géorgie et qui a pour particularité de ressembler fortement à notre Augustin national physiquement en tout cas. Le Enfin, bâtard. physiquement, de la tête en tout cas, hein, parce que après le reste du corps, toi, tu as une plume à côté, voilà, bien évidemment. Euh... Donc, pas grand-chose aussi à rajouter sur Missouri. Encore une fois, un programme de ACC qui recrute bien, qui se développe d'année en année, qui devient un adversaire chiant à jouer, notamment pour les gros programmes. Et Et on espère que ça va. ils avaient été parmi les facs préférés de Jeffrey Mba Oui, aussi. également, ouais, également, ouais. Voilà, et puis on termine sur ces bonnes surprises par la 19e classe de cette année, Augustin. Là, cette fois-ci, on retourne en Pac-12 et c'est toujours pas USC, c'est toujours pas Oregon. C'est Stanford. Stanford, 2021, 43e classe du pays. 2022, 19e classe du pays et premier de Pac-12. Donc assez incroyable. 7 joueurs 4 étoiles qui sont issus d'un peu partout dans le pays. Il y a des joueurs Bah, du Tennessee, tous les bons Texas. élèves du pays. Ouais, et en fait, c'est ça. La plupart des joueurs qui vont à Stanford et qui sont haut classés, on sait que c'est également pour le prestige de l'université. Et c'est bien parce que Stanford, pendant très longtemps, a beaucoup joué là-dessus, sur le prestige académique qu'elle peut apporter sur un CV. C'est ce qu'il y a de plus important, je trouve. Tu as très peu de joueurs qui vont à Et NFL. puis Quand attends, tu obtiens un CV à Stanford, wow. ça marchait sur le plan sportif, hein. La dernière décennie Oui, de Stanford, elle est exceptionnelle, hein. Ça gagne oui, 3 oui. Rose Bowl, Andrew Luck, etc. Donc au final, Parce que Stanford, ce qu'il faut pas oublier, c'est que contrairement à ses voisins, c'est pas une fac d'État, c'est pas une grosse fac ultra étendue non. avec 10 000 bâtiments, je ne sais combien d'élèves. Non, c'est ça aussi la force de Stanford. C'est que ça reste une fac qui est quand même à taille moyenne petite, qui a un programme académique exceptionnel. Mais on sait très bien, les facs à programme académique exceptionnel, en règle générale, sont pas très bonnes en football. Enfin, Euh, Stanford était l'exception ces 10 dernières années. Là, c'est Ouais, juste qu'ils ont connu. totalement. En fait, Exactement. je pense que pour résumer Stanford est une excellente équipe de 2006-2007 jusqu'à 2016-2017. Enfin, 2018 plutôt. Et puis 2018, ça va un petit peu moins bien. David Shaw, il a du mal à, à relever le niveau des Cardinals, à relever le niveau de la Pac-12 même. Enfin, fallait le dire, fallait que ça sorte. Non, mais Et c'est non, vrai. quoi. Enfin, voilà, c'est une suite logique. Ils retrouvent une bonne classe. Ils ont toujours eu des classes très acceptables pour une équipe avec des critères académiques aussi élevés. Là, je pense à David Bailey et Ernest Cooper, qui sont deux joueurs de ligne défensive, respectivement 7e Edge et 22e D-line pour Ernest Cooper, qui vient de Martin dans le Texas, d'Arlington, hein, qui aurait pu aller du coup à Austin, pardon. Voilà. Mérité. Ouais, 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 totalement, totalement. Et bien maintenant, c'est le moment de passer au problème, Augustin, hein. Les mauvaises classes de draft, les sous-performances, celles où il y a un mauvais average, pas beaucoup de commits. Alors, on va mettre quand même des grosses guillemets Ouais, des parce gros que guillemets. Mm. certaines déjà des équipes qu'on va citer sont quand même très bien classées comparées à d'autres, mais elles sont mal classées par rapport à leur envergure, on va dire ça comme ça. Et notamment, une des raisons qui s'explique le plus est le changement de coach à l'intersaison. Donc, on va démarrer par une équipe, on va se faire froisser par un des membres de notre podcast, Ryan. On va démarrer par LSU. LSU qui est classé, je sais que ça fait mal de le dire, mais seulement 12e cette année dans le pays.
Alors, bien évidemment, il y a eu un flottement avec le départ de Ed Orgeron, le head coach, qui a été notamment auteur du titre incroyable en 2020 avec Joe Burrow en figure de proue. Il y a eu l'arrivée assez surprise, même très surprise, de l'head coach de Notre-Dame, Brian Kelly. Il y a une concurrence en même temps qui en SEC s'est accrue à côté. C'est ça le D'où truc. l'exemple de Jacoby Matthews qui a flip de LSU pour Texas A&M. C'est une illustration de cette concurrence. Totalement. Totalement. Alors, le recrutement, il s'est quand même basé sur la Louisiane. On sait que la Louisiane, pareil, ça sort de super joueurs. On sait que LSU recrute toujours très bien en Louisiane, malgré qu'il se fasse souvent assez régulièrement shipper de très bons joueurs. Donc, tu as pris l'exemple de Matthews là, avec Texas A&M, mais sinon, c'est du Alabama qui vient de en récupérer ou Georgia. Donc, Kelly a quand même déclaré qu'il allait se concentrer sur la Louisiane. Et d'ailleurs, il a composé son staff de beaucoup de membres louisianais, donc voilà, beaucoup de locaux. On sait que Kelly, c'est pas le pro du recrutement, t'en parlais tout à l'heure. On sait que c'est pas trop le genre à aller manger gumbo chez les familles et tout. Faut pas faire la parenthèse là-dessus, Elio, on l'a bien vu quand il essaye d'être proche des recrues. C'est ridicule, ça a fait rire tout Internet. Après, toi, je doute pas de ses bonnes intentions. Et je pense que les joueurs le remarquent. Tu vois, tu peux être vieux, tu peux être un petit peu à la marge de tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, il n'y a qu'à voir les vidéos de commit des joueurs ou de leurs visites. Mais évidemment, il fait l'effort, mais tu vois que c'est pas son environnement, quoi. Il est pas dans son élément quand il se met derrière le mec qui twerk limite. C'est très gênant. Non, mais bon, l'effort est à noter. Ça rappelle des sombres années à Penn State, mais bref, n'en parlons Oh. pas. Il a aussi récupéré d'ailleurs dans son staff Frank Wilson, l'ancien head coach de Mike Neese, qui a été coordinateur du recrutement d'LSU lors de la dernière décennie, qui était un des meilleurs recruteurs. Donc ça à noter. Ils ont également recruté le 5 étoiles Harold Perkins, qui était le linebacker numéro 2 de cette classe. Ça sauve un petit peu les meubles, sachant que Perkins avait commit à Texas A&M et a flip ensuite à LSU. Ça se trouve, il a une meilleure voiture à LSU. Et puis, ils ont réussi à recruter Walker Howard, le quarterback 4 étoiles. Ouais, le 4 étoiles, 5e meilleur quarterback du pays, originaire de Louisiane. Donc, c'est encore très bien de garder. Et lui, pour le coup, il adore Kelly. Hein. La raison de son commit, c'est la raison pour laquelle il est resté à LSU malgré. Quand il y a eu le mouvement du départ d'Orgeron d'annoncer, on ne savait pas qui allait être coach. Tout le monde disait que Howard allait décommit, machin. Et Howard a bien patienté pour savoir qui était le nouvel head coach. Mais justement, et il a pris le temps de discuter avec Kelly apparemment. Et ouais, le discours l'a surtout le fait que Notre-Dame recrutait. En fait, Howard faisait partie des seuls joueurs que Notre-Dame recrutait. Que Kelly recrutait vraiment. Kelly ne recrute pas, il recrute que certaines recrues. Et Walker Howard en faisait partie, donc rien d'étonnant à ce que Walker Howard soit resté. C'est très très bien pour LSU. Il va pouvoir apprendre derrière Jaden Daniels, Garrett Nussmeier, tout ça. Moi, je trouve que c'est très très bien. Alors, comme souvent avec un nouveau coach, les recrues, c'est un petit peu moyen, mais il y a quand même une bonne activité sur le portail des transferts. Et là, pour le coup, elle a été très qualitative. Il y a des arrivées assez intéressantes. Alors, je pense la nuit dernière au transfert de Sevin Banks qui a été officialisé, le cornerback d'Ohio State. Qui était titulaire. Qui était titulaire à Ohio State. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Ohio State forme de très bons DB. Et là, LSU a perdu Eli Ricks. Ils perdent à la draft Derek Stingley. Donc, ils ont besoin de DB quand même. Enfin, de cornerback en l'occurrence. Je crois que ça a été l'équipe la plus active sur le portail des transferts. Ils ont au moins accueilli 15 personnes. Enfin, ils ont 15 transferts. Ils récupèrent Jaden Daniels, le quarterback titulaire d'Arizona State. Alors, Jaden Daniels, c'est pareil. C'est une sorte de potentiel auquel on a toujours cru et finalement c'est jamais finalisé. On n'a jamais réussi à savoir si c'était à cause de lui, à cause de l'équipe d'Arizona State qui n'était pas assez bonne autour de lui. Mais en tout cas là, il aura de quoi prouver et c'est un mec confirmé en tout cas en college football. C'est un mec qui a énormément d'expérience donc c'est super intéressant. Il récupère aussi Joe Foucha, le safety d'Arkansas qui était titulaire et qui était bon dans une belle défense d'Arkansas. Et surtout, j'insiste, il récupère Noah Cain, le running back de Penn State. On disait que Penn State formait souvent des bons running backs.
Et Noah Kane devait être leur futur. Normalement, sincèrement, ça devait être pour moi le joueur qui devait exploser. Ça s'est pas fait. Il a eu quelques soucis, notamment de blessures. Là, il va se retrouver dans une équipe qui aime bien aussi la course, avec un entraîneur qui aime bien la Ronny, course. Ouais, identité de Kelly et identité historique de LSU. c'est ça. Donc, voilà, ça va être intéressant quand même, LSU. Ouais, très intéressant. Mais on reste quand même au niveau du recrutement sur un petit flop, ce qui est tout à fait normal. On passe à une autre équipe et cette fois-ci, c'est en ACC. Donc, tout à l'heure, on a cité qu'une équipe d'ACC, c'était North Carolina. La mauvaise surprise, Clemson, 10e seulement cette année. Encore une Problème de fois, riche. ils sont 10e, ça a relativisé, mais Clemson, maintenant, c'est une constante depuis 6-7 ans. C'est toujours dans le top 5. Donc voilà, c'est une classe Clemson avait habitué à mieux. 3e en 2020, 5e en 2021 et la 10e en 2022. C'est pas bien. Ça s'explique évidemment par le départ de Brent Venables pour Oklahoma et le départ de Tony Elliott pour Virginia, pour les Cavaliers. Tu as aussi des résultats un petit peu moins probants. Clemson a eu du mal cette année et l'ACC ne fait plus aussi rêver qu'auparavant, qu'au début de la décennie où c'était une des meilleures confs du pays, avec notamment Florida State et Miami. Hein. La décennie 2000 de Miami est incroyable. Et voilà, moi, c'est une raison qui explique un petit peu, là je parle de l'ACC, le déclin relatif de Clemson, mais ça va changer dans les années à venir parce que l'ACC commence à retrouver un petit peu du galon et c'est quelque chose qui est très bien pour le college football. Il faut mettre un petit peu de concurrence à la sec. Ces départs ont provoqué des décommits. 4 joueurs, dont 2 5 étoiles. Je pense notamment à Dalen Everett qui est parti à Georgia, avec un excellent cornerback. Ils se sont recentrés sur des joueurs locaux de Caroline du Sud, évidemment, dont J.D. Nukus, qui est un cornerback, le 6e cornerback national, et qui est 5 étoiles. Mais surtout, Elio, c'est l'arrivée de Cade Klubnik, le quarterback titulaire de la très, très grosse powerhouse lycéenne Westlake à Austin. Il n'a donc pas choisi Texas. C'est le meilleur quarterback du pays, tout simplement, 6e joueur national. Et c'est clairement lui le futur du programme. Il se dit même qu'il pourrait il pourrait shipper la place de DJ Ugalele dès cette année, un peu de la même façon de Trevor Lawrence. Hein. Trevor Lawrence, quand il est arrivé à Clemson en tant que true freshman, il a pris le poste de titulaire au bout de 6-7 matchs, et ça m'étonnerait, mais vraiment pas du tout que ce soit le cas pour Cade Klubnik. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour Clemson. C'est pas une classe qui est à la hauteur de leur statut, mais ça reste très sérieux et nul doute que Dabo Swinney va réussir à obtenir des meilleures classes dans un futur très très proche. Et quand je dis futur très très proche, c'est dès l'année prochaine. Bien évidemment, on passe à la classe numéro 13 de ce pays. Cette fois-ci, on retourne en Pac-12. Oregon, voyons. Oui, encore une fois, ça a relativisé. Oregon qui est à la 13e classe nationale, mais la première de Pac-12, donc ça reste une réussite, on va dire, géographiquement. Je m'explique. La paire D'ailleurs, de attends, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Tout à l'heure, j'ai dit première de Pac-12 pour Stanford, c'est pas le cas. Hein. Ça avait changé entre-temps parce qu'on avait. Ah oui, on va l'expliquer. Ça Ouais. fait plusieurs semaines qu'on bosse sur le dossier pour cet épisode et ça a changé entre-temps, bien évidemment. C'est expliqué évidemment par la perte de Cristobal. Oregon a perdu beaucoup de joueurs de commit et des joueurs qui devaient commit là-bas, mais qui finalement sont partis. Je pense à Kelvin Banks, l'offensive tackle qui est aujourd'hui à Texas. Euh, les résultats cette année ont été, je trouve, très très bons. Oregon est une fac qui a vraiment mais, des super arguments. C'est un campus énorme. La vie étudiante est incroyable. Tu as des super fans. Tu as tout cet aussi esthétique qui attire beaucoup de personnes. Moi, je suis désolé. On peut penser que ça fait d'un joueur quelqu'un un petit peu de superficiel d'aimer les maillots, mais non, ça fait partie du jeu. Ça fait partie un petit peu de la beauté de ce programme qui a su construire une identité à travers ses maillots, cette extravagance, ces couleurs flashy. Et voilà, c'est vraiment un argument qui est important. L'arrivée de Dan Lanning, après le départ de Mauro Cristobal en tant que head coach, hein, Dan Lanning qui était le defensive coordinateur de Georgia, promet de grandes choses pour le programme. C'est un recruteur élite à Athènes chez les Bulldogs.
Lui, il a vraiment le potentiel d'amener des classes encore meilleures que celles que Cristobal. Donc, je pense que d'ici les prochaines années, Oregon va nous sortir mais des classes de malades, plus proches du top 5 que de la 13e place, ça je peux vous le dire. Et tu as eu déjà quelques résultats probants, puisqu'ils ont eu le commitment, là il y a une semaine, de Josh Cornerly, l'offensive tackle qui était annoncé à Michigan, à USC, un 5 étoiles, 15e joueur national et deuxième offensive tackle du pays. Et en fait, avant ce commitment, aucun joueur du top 100 avait rejoint Oregon. Donc voilà, là tu permets, en fait Oregon à un moment je crois était 27e classe nationale, et cette arrivée de Cornerly leur a permis de passer à la 13e place. Et tu as aussi, là, il y a 3 jours, le receveur Kyler Crasper, originaire de l'Arizona, que moi j'adore, qui était recruté au niveau national. C'est souvent le cas des joueurs qui sont très bons en Arizona. Ils sont recrutés par toutes les équipes du pays parce que ces équipes, ces programmes, ces universités savent qu'il y a peu de chances qu'ils rejoignent Arizona State ou Arizona. Donc il fait l'objet d'une convoitise, on va dire, nationale. Il est convoité au niveau national. Et il était initialement annoncé dans la classe 2023, Kyler Crasper, c'est un top 20 receveur, et il s'est reclassé en 2022. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Oregon, qui signe, ma foi, une classe de transition qui reste bonne, pas au niveau d'Oregon, mais la perspective de très très bonne classe dans un futur très proche euh, laisse penser que Oregon aura un futur assez radieux. Sincèrement, je suis quand même un petit peu plus perplexe que toi, sachant qu'à côté, on a USC qui va être très gros sur le recrutement. Finalement, la Pac-12, c'est pas ce qui attire le plus les joueurs et que, alors on sait, Oregon, ils ont tout un environnement sportif assez incroyable. Ils ont aussi tout ce backup avec la marque Nike. Ouais, Mais bah, j'ai l'impression. Phil Knight, faut en parler, hein. Euh, Oregon, contrairement à USC, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que Connor Lee n'a pas rejoint USC, a développé ce qu'on appelle un NIL collective, donc une organisation qui va s'occuper de la NIL à Oregon. Et là, pour le coup, tu as un booster qui est le PDG Nike, enfin l'ancien PDG Nike, qui est rempli aux as et qui met des sommes mais monstrueuses dans le programme. Ça aussi, ça va être un facteur très important pour Oregon. On verra, on verra. En tout cas, on retourne en ACC et on va du côté du numéro 20, Auburn, en Alabama. Donc des classes qui baissent année après année. Ils étaient 19e l'année dernière et les années d'avant, c'était que du top 15. Que du top 15, et quand je dis top 15, souvent du top 10 notamment. Donc vraiment, ça a baissé Auburn. Alors, il y a plusieurs causes, bien évidemment. Il y a la position géographique, qui sont au milieu de plein de grosses équipes qui maintenant ont pris l'ascendant sur eux, et notamment comme voisin Alabama, Tuscaloosa, toujours compliqué. Il y a une concurrence en ACC qui est beaucoup plus accrue. Il y a, comme je viens de le dire, même si c'est pas proche géographiquement, tu as de meilleures équipes ailleurs en ACC. Et puis là, on le voit avec le développement de Texas A&M, il y a Oklahoma et Texas qui vont arriver en plus. Donc Auburn, petit à petit, va continuer de baisser, j'ai l'impression. Et puis Gus, ça se passe mal avec le nouvel head coach Brian Harsin qui est arrivé l'année dernière. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle ça va aller de, de mal en pis pour Auburn. C'est leur coach Brian Harsin, qui était il y a 2 ans le coach de Boise State. Euh, il a failli se faire virer cette année. Enfin, il y a eu tout un imbroglio autour de cet entraîneur. Alors certes, les joueurs ont l'air de l'aimer. Je pense notamment à Jeffrey Mbaba, qui était meilleur joueur de JUCO et qui a commit à Auburn. Mais il y a une sorte d'ambiance un petit peu délétère. Il est remis en question par les boosters. Alors ça, c'est jamais bon quand tu es entraîneur d'être remis en question par les boosters, par les généraux donateurs. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à expliquer, à mettre en forme, mais je pense vraiment que Brian Harsin n'est pas l'homme de la situation. Il y a un écart qui s'est créé entre l'administration et lui, entre lui et les boosters, et j'ai du mal à voir, sachant qu'il n'est pas un gros recruteur, comment il va réussir à développer de nouvelles classes. Bon, là, le sujet, c'est la classe de 2022, donc on va essayer d'en parler un petit peu. T'as aucun joueur dans le top 100. En revanche, ils sont allés faire leur marché chez en JUCO, notamment avec Jeffrey Mba et Keontae Scott, qui est un cornerback originaire de l'Utah. Et hormis ça, c'est pas assez bon.
ils sont doucement en train de passer, de devenir la pire équipe de SEC. Alors déjà, la pire équipe de SEC West, ça c'est incontestable. Et je suis pas là à dire qu'ils vont se battre avec Vanderbilt parce que c'est pas le cas. Mais le futur n'est vraiment pas radieux pour les Tigers. Ouais, absolument pas radieux pour Auburn, qui risque d'être une des victimes de ces prochaines années de la SEC. Et on reste en SEC, dernière équipe de cet épisode, numéro 24, Pierre Coburn. Et il y en a un autre qui va pas être content dans le podcast, c'est Ole Miss, donc 24e classe cette année, 10e en SEC seulement. Euh, alors, il y a un problème avec Ole Miss qui peut en être un et pas un. Qui est aussi une force, qui est aussi une Ça force. dépend des points de vue en fait, mais Lane Kiffin recrute énormément sur le portail des transferts. Il laisse peu de place à des recrues lycéennes. Euh, alors, vas-y Gus, parle-nous un petit peu de ce recrutement sur sur le portail des transferts. Et puis moi, je vais un petit peu dire pourquoi ça peut être tendancieux et ça peut se montrer très limité pour finalement le développement d'une équipe. Alors, sur le portail des transferts, activité monstrueuse. Ulysse Bentley, le running back de SMU qui était excellent. Michael Trigg, le tight end de USC. Jackson Dart, qui va être le quarterback titulaire, qui est possiblement une future star et un pic de draft très très haut. Dans le schéma offensif de Lane Kiffin, ça va faire très très mal. Mason Brooks, l'offensive tackle de Western Kentucky, qui était très convoité. Le linebacker Troy Brown de Central Michigan. Nishem Young, le safety d'Ohio State. Zach Evans, le running back de TCU, ancien 5 étoiles, qui est littéralement un des meilleurs joueurs du pays. Donc, évidemment, à court terme, Ole Miss, ça s'assure une très très bonne équipe. Mais la question, Elio, est-ce que Lane Kiffin ne réduit-il pas ses chances de bien recruter au niveau lycéen en faisant recours, enfin excessivement, au portail des transferts? Ce recours au portail des transferts est beaucoup trop, à mon sens, abusif pour pouvoir construire quelque chose de cohérent, de bon sur la durée. Et moi, j'ai vraiment du mal à voir comment à moyen et à long terme avoir des telles classes de transfert en fait peut être bénéfique pour Ole Miss. Surtout que Lane Kiffin sur les réseaux sociaux, assez extravagant, s'en targue. Hein. Il dit explicitement que c'est lui le king du portail des transferts. Donc voilà, moi je suis vraiment dubitatif à ce niveau-là. Bah, en fait, le problème, c'est que déjà, tu t'envoies le mauvais message aux recrues, tout simplement, aux recrues du futur, et notamment les meilleurs recrues de Mississippi, qui auront tendance à aller s'orienter vers les autres grosses facs de SEC ou même vers chez les voisins ennemis de Mississippi State. Enfin, il faut le dire, faut donner les termes, mais c'est quand même assez désastreux comme message pour des recrues. Euh, D'autant plus que c'est un État qui arrive à produire des gros joueurs qui vont en NFL. Hein. Pour le coup, c'est un des États qui envoie des joueurs en NFL. À côté de ça, Et pourtant des joueurs qui n'étaient pas forcément très bien notés. Hein. Je pense que oui, par totalement, classe, tu dois totalement. avoir un seul joueur du Mississippi qui est dans le top 100, mais ils ont toujours réussi à faire je trouve, des bons joueurs NFL. Et je peux te dire d'ailleurs que sur le classement des meilleurs joueurs du Mississippi, c'est Mississippi State qui remporte Ouais, voilà. largement la mise. La plupart des joueurs, franchement, il y en a très peu. Seulement le quatrième meilleur joueur de l'État qui va du côté d'Oxford pour Ole Miss, tu vois, mais c'est Et tout. Euh, est-ce que Elio, la NIL, justement, le fait que Ole Miss est un programme de seconde zone en SEC, mais un programme qui a très bien performé ces dernières années, notamment avec Lane Kiffin l'année dernière, qui nous sort une superbe saison, une saison historique pour les Rebels. Mais tu avais aussi les années Hugh Freeze où ça recrutait très très bien. Ils avaient battu Bama en 2015 avec A.J. Brown et, DK Metcalf. Est-ce que tu penses que la NIL va pousser Ole Miss, qui ne peut pas se battre sur ce terrain-là, sur le terrain des lycéens, à vraiment devenir une puissance au niveau du portail des transferts? Est-ce que tu penses que le portail des transferts n'est pas justement la parade à cette Bah, concurrence qui va s'accroître Sincèrement, oui et dans le non, recrutement? parce que finalement, un joueur qui transfère, si c'est un gros joueur, je pense à Zach Evans, tu vois, ou Jackson Dart, évidemment. Si c'est un grand joueur et qui sait qu'il pourra toucher plus d'argent en transférant dans une autre fac, il va transférer dans l'autre fac, tu vois, à un moment. Il y a aussi le fait que, et là j'y pense, mais tu as le droit à un certain nombre de transferts en venant, enfin, à faire rentrer des joueurs, mais il faut en faire sortir aussi.
comment tu vas gérer chaque année ce turnover, tu vois? C'est extrêmement compliqué. Donc tu peux pas, pour moi, tu peux pas, je suis d'accord. tu peux pas construire un programme viable sur le long terme en réagissant seulement comme ça. Alors après, il y a aussi ce problème de Lane Kiffin, c'est un petit peu un one-timer, un petit peu un one-shot comme coach. Il reste jamais trop longtemps dans les facs où il est. On sait que c'est un mec qui aime un petit peu gravir les échelons assez rapidement. Je pense que voilà, lui, il se projette pas dans les 10 prochaines années à Ole Miss, tu vois. Et le programme risque d'en Non, pâtir. Le programme malheureusement. risque très clairement d'en pâtir. Donc, on verra pour le futur. Encore une fois, très bien joué, très bon transfert, etc. Cette année, Ouais, ça excellent, risque, excellent. C'est cette peut-être la meilleure année, classe, voire d'ailleurs, l'année je pense. prochaine, ça risque d'être fort, tu vois. Mais tu pourras Ça pas va être sans fort. arrêt faire des allées et venues comme ça parce que ça, il y a un moment où ça bloque au niveau du nombre, au niveau des possibilités avec les bourses. Et du coup, va falloir commencer à recruter. Ils ont un très gros train de retard à ce niveau-là. Augustin, je pense qu'on a terminé cet épisode. On espère qu'il vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous donner vos petites remarques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de pur college football, seulement de college football dans un épisode. Ça fait du bien aussi d'y revenir. Je te remercie. Je te dis à la Merci prochaine à toi, parce qu'on va Elio. se retrouver très vite. On a bien évidemment les previews de toutes les équipes pour la saison prochaine qui arrivent. On a du boulot après la draft. Et voilà, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tous nos différents réseaux, c'est-à-dire tous à peu près. Je crois qu'on est partout grâce à Augustin le magicien. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Salut à tous.